C'est sur cette base d'expérience que nous allons vous communiquer quelques exemples de bonnes pratiques et de points de vigilance, des outils à mettre en œuvre dans vos différentes entreprises au sujet de la logistique internationale, d'une manière générale, mais également plus particulièrement en temps de crise. Donc, comme vient de vous dire Bérangère, l'objectif de ce petit moment ensemble, c'est de passer en revue une logistique internationale efficiente. Donc, c'est quoi efficiente par rapport à efficace? Efficiente, c'est encore meilleur que efficace. Et surtout, réussir à la maintenir pendant cette période que nous connaissons, qui n'est pas simple du tout. Mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est la définition de la logistique internationale. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une logistique internationale? Alors, selon la SLOG, qui est l'Association des logisticiens d'entreprise, la logistique internationale est l'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité. Alors, cette définition récente, puisque la définition de la logistique internationale a évolué au fil des années, puisque cette notion de logistique internationale a débuté post-guerre, et évidemment, la définition à ce moment-là n'était pas celle que je viens de vous donner. Cette définition, donc, actuelle, introduit des notions de quantité et référence correctes. Cela correspond à une demande en produits et en quantité précises, donc des notions de stock au niveau de ce qu'on appelle en logistique le SKU level, le Stock Keeping Unit, c'est-à-dire le niveau le plus bas de granularité de référence d'un article stocké. Alors, ça, c'est une définition, d'accord. Pour prendre un exemple, dans l'industrie du textile, le SKU level, ce sera une référence d'article à la taille couleur. C'est donc un t-shirt de référence WIN avec la couleur en couleur verte et en taille médium. Donc cette définition de logistique, elle introduit aussi des notions de lieu de livraison précis. Et là, on pourra faire référence aux incoterms, mais on est bien d'accord qu'il va falloir livrer notre client soit dans l'entrepôt où il a besoin de ses marchandises, soit dans son magasin, etc., etc. Donc cette notion de lieu précis au bon moment, c'est-à-dire la date sur laquelle les parties prenantes, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, se sont engagés. Cela me fait penser à une expérience de livraison de clients saisonniers. Dans une entreprise où j'étais, nous avions des clients qui étaient ouverts toute l'année et d'autres clients saisonniers. À qui l'on devait les livrer avant ou après les autres clients, ceux qui étaient ouverts toute l'année. Parce que leur magasin ouvrait pour la saison, soit en station balnéaire, soit en station de montagne. Pour les uns, il fallait garder le stock au SKU level en quantité suffisante, c'est-à-dire taille couleur, et pour les autres, il fallait préparer des articles commandés à livrer en avant-première, c'est-à-dire avant tout le monde. Donc ça, ce n'est pas d'une évidence à toute épreuve pour la gestion de stock. Donc, dans cette définition, il y a aussi des notions de critères de moindre coût. Je dirais pour ma part que c'est surtout évalué au juste prix entre le vendeur et l'acheteur. Alors, le juste prix du produit, ça, c'est on va dire, assez facile à faire pour les vendeurs, mais le juste prix de la logistique, pour éviter de puiser dans les marges, ça, c'est un autre challenge, surtout en ces périodes de crise. Et pour terminer cette définition, il y a une notion de meilleure qualité. Alors évidemment, on pourrait parler de meilleure qualité de produit, mais aussi des services afférents à cette livraison. Par exemple, la livraison faisant partie du service qui vient avec le produit. Donc on voit bien dans cette définition qu'il va falloir combiner, ou qu'il faut combiner, des savoir-faire de différents services et de différentes entités internes et externes pour déployer cette logistique de façon efficiente. La deuxième dimension qui est écrite sur votre slide, c'est que cette logistique vient
cette logique que l'on vient de définir est un service de l'entreprise. Je vais répondre à votre question. Je n'ai pas noté votre nom, mais je vais répondre à votre question. Cette définition de la logistique que l'on vient de définir, c'est un service de l'entreprise. Alors que la gestion de la supply chain, c'est une démarche globale qui vise la synchronisation des processus au sein de l'entreprise. Donc, la gestion de la supply chain sera beaucoup plus globale et impliquera d'autres services comme la direction financière, la direction générale, la direction commerciale. Et donc, la logistique viendra s'insérer dans cette gestion de la supply chain. Donc, si on peut en déduire que la logistique sera partie prenante de la stratégie globale de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est une enquête de Euler Hermes qui date de 2018, qui montre en fait les principaux risques que les exportateurs, enfin, selon les exportateurs, les principaux risques qu'il y a à l'exportation. Vous pouvez voir qu'en troisième position, il y a le risque lié au transport. Et quand on parle de frein, c'est encore pire, puisque les coûts de transport, de logistique et de douane, c'est les freins les plus importants rencontrés tant en 2018 qu'en 2016 par les exportateurs. Alors là, c'est une enquête auprès des exportateurs et non pas, on peut supposer que pour les importateurs, c'est la même chose. Et c'est pour ça, en fait, que Bérangère et moi, on est là aussi pour vous montrer que si on anticipe ces importations, ces exportations, le risque, enfin les freins et les peurs peuvent s'envoler, on va dire. Et surtout, ce qui est important, c'est de s'entourer de personnes qui s'y connaissent, puisque chacun a son cœur de métier, chacun a ses compétences et qu'on ne peut pas tous avoir les compétences, enfin, on ne peut pas tous avoir les mêmes compétences. Et il y a une enquête également de KPMG qui reprend que 37% des entreprises estiment qu'il y a des risques sur leur chaîne logistique. Donc, la chaîne logistique, c'est la logistique internationale dans sa globalité ou la logistique dans sa globalité. Donc, ça prouve bien que les entreprises savent qu'il y a un risque, mais néanmoins, c'est un état de fait. Il y a un risque, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir contrer ce risque? Et au jour d'aujourd'hui, le risque, il est bien présent, puisque ce qui nous arrive, en fait, actuellement, c'était difficilement envisageable, je pense, enfin, d'après ce que l'on peut entendre. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait arriver à un état de fait comme on peut avoir. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard au niveau de l'état actuel en fait, de la logistique en général et surtout internationale, quant aux moyens de transport, etc. Mais voilà, donc ce qui est important sur cette enquête, enfin, je trouve qu'elle est intéressante, c'est surtout les freins, de voir que le premier frein d'un exportateur, c'est les coûts de transport, de logistique et de douane. Et quand on connaît le métier, ou quand on le maîtrise, comme Bérangère et moi par exemple, on se dit que c'est un petit peu dommage de se priver d'exporter parce que justement, on a cette peur, entre guillemets, des coûts de transport, de logistique pardon, et de douane, alors que ce sont des points qui peuvent être vraiment maîtrisés et qui peuvent être facteurs de compétitivité également. Alors, on va vous démontrer un petit peu la logistique internationale parfaite, ou presque. Donc, comme le disait Bérangère, la logistique internationale, elle doit avoir une approche stratégique globale. C'est-à-dire qu'il est vraiment important d'intégrer la logistique dans la stratégie de l'entreprise et ne pas la mettre un petit peu de côté. C'est-à-dire que quand on prévoit un projet, quand on lance un projet international principalement, il est important de se rapprocher de sa logistique et d'anticiper avec sa logistique. Il est important également d'avoir une connaissance des outils spécifiques aux techniques du commerce international, donc tout ce qui a référence au transport, aux douanes, aux termes de vente. Donc là, je vais dire un gros mot que tout le monde, voilà, les incoterms. Il ne faut pas partir en courant. Il est important malgré tout d'avoir cette connaissance de ces outils. Alors, une fois de plus, hein, on ne vous demande pas d'être expert sur ce métier parce que vous avez vos compétences, chacun vos compétences. Mais il est vraiment important d'intégrer ces connaissances, ces outils liés aux techniques du commerce international pour pouvoir avoir une logistique internationale fluide et donc, par conséquent, pouvoir
voilà, je vais y arriver, non, ça passe pas. S'approvisionner, j'ai réussi, de pouvoir s'approvisionner correctement et de pouvoir livrer ses clients et donc de rejoindre la définition parfaite de la SLOG quant à la logistique. Et donc, par rapport à tout ça, il va falloir une gestion agile de toutes les opérations déterminant les mouvements des produits. Alors, on va vous lister toutes ces opérations. Donc, la localisation des usines, des entrepôts, c'est quoi? Idéalement, il faudrait faire ce qu'on appelle une VSM. La VSM, c'est la Value Stream Mapping. Alors, je ne vais pas sortir des mots techniques, mais en fait, tout simplement, c'est une cartographie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le management visuel. Vous répertoriez où sont vos fournisseurs, où sont vos clients, où sont vos entrepôts. Et en fait, il faut cartographier tout ça pour savoir, par exemple, l'usine de Shanghai qui nous approvisionne en scellés de sécurité, par exemple, où est-ce qu'elle est? Où est mon entrepôt en France qui va réceptionner ces mêmes scellés? Où sont mes clients en Europe qui vont pouvoir livrer qui vont me commander ces scellés? Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de votre logistique internationale, de votre métier, de votre supply chain, entre guillemets. Et à partir de là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, ce fournisseur de Shanghai, je vais m'approvisionner en maritime. Donc, je vais prévoir un stock suffisant pour pouvoir, sachant les délais qu'on a en maritime, pour pouvoir livrer mes clients en temps et en heure. Alors, une autre dimension, justement, comme tu disais, Adeline, c'est les approvisionnements. Alors, les approvisionnements, ils consistent pour une entreprise en le fait d'acheter des marchandises pour soit les mettre à la vente, donc c'est la distribution, ou soit les utiliser dans la fabrication de biens, donc c'est les composants, ou bien les stocker dans notre entreprise. Les méthodes d'approvisionnement peuvent être basées sur une méthode empirique qui est basée sur l'historique des ventes, ou une méthode prévisionnelle qui prend en compte les ventes réalisées, l'analyse du contexte économique et l'évolution de la demande. Il y a aussi d'autres méthodes telles que le juste à temps, le management des ressources de production, le MRP, méthode en fonction des besoins pour l'achat de composants, par exemple, et le Kanban, achat selon les commandes avec un stock minimum et un approvisionnement progressif selon les volumes de commandes. Alors tout ça avec l'idée d'avoir des flux réguliers pour limiter les frais de stockage et le tout en étant planifié, en planifiant les besoins de l'entreprise au sein de son environnement. Donc évidemment là, un ERP est idéal pour gérer ça. Je lisais récemment une publication de Julien Marsili, chef économiste de Coface, dans un article des Échos de lundi 6 avril, et qui disait la chose suivante. Alors ça c'est l'actualité, c'est-à-dire les approvisionnements dans cette période de Covid-19. Plus que de relocaliser, la stratégie de certaines entreprises va probablement consister à diversifier leurs approvisionnements, par exemple. Il donnait l'exemple pour le secteur de l'automobile qui peut-être va repartir voir au Maroc où il y a une filière qui fonctionne plutôt bien. Ça, c'était sa vue, mais comme c'est un économiste en chef de la COFAS, ça me paraissait pertinent de donner cette illustration sur les approvisionnements. Une autre dimension, c'est aussi la gestion des stocks. La gestion des stocks, c'est une des dimensions principales que tous les logisticiens doivent tenter de maîtriser au mieux pour une satisfaction optimale tout en maintenant les coûts les plus bas possibles, ces fameux coûts de stockage. Il existe des méthodes qui permettent d'évaluer les quantités optimales à stocker. Alors évidemment, ça c'est en fonction de l'industrie, en fonction des produits.
où on va, en fonction de certains paramètres, comme le nombre de commandes par exemple, le délai d'approvisionnement, le coût unitaire des articles, mais ce n'est pas exhaustif, ces paramètres ne sont pas exhaustifs. Et du coup, ces méthodes, il faudra choisir celle qui est la plus adaptée à votre secteur d'activité. La gestion économique des stocks est importante parce qu'il faut éviter soit le risque de surstockage, qui va faire monter les coûts, ou soit le risque de sous-stockage qui va soit arrêter la production, la chaîne de production, soit faire que des articles ne sont pas disponibles et que donc des clients sont insatisfaits dû à cette rupture de stock et rupture d'approvisionnement des clients. Donc, toute entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, doit veiller à assurer la bonne gestion des stocks ainsi qu'une efficacité dans sa rotation des stocks. Donc, pour ça, il va falloir qualifier les produits en fonction de leur temps de rotation, c'est-à-dire du temps qui reste dans l'entrepôt pour être relivré chez leurs clients. La gestion des approvisionnements, et pour être plus performante, il faudra éviter le sur- ou le sous-stockage. Donc, cette bonne gestion des stocks consiste à trouver cet équilibre qui permettra de maximiser le profit tout en minimisant les coûts. Les prévisions et la planification sont des outils efficaces au service de la gestion des stocks, dont là encore, un système d'information serait pertinent pour cette gestion des stocks et cette gestion des approvisionnements. Ça, c'est pour une logistique internationale efficiente. Le transport, je te laisse la parole, Adeline. Donc, le transport, bien évidemment, c'est une partie prenante de la logistique internationale, parce que pour avoir une supply chain efficace et efficiente, obligatoirement, le transport en fait partie. On ne peut pas s'approvisionner ou livrer nos clients sans transport. Donc, il y a les différents modes de transport. Vous avez l'aérien, le maritime, le routier, jusque-là, je ne monte rien, le ferroviaire et le fluvial, en sachant que là, déjà pour une question de temps et pour une question de largesse de public, on n'abordera uniquement que l'aérien, le maritime et le routier. Après, si vous avez des questions sur le ferroviaire et le fluvial, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, le transport, c'est vraiment une dimension importante qu'il faut prendre en compte, savoir si on doit s'approvisionner ou livrer nos clients en aérien ou en maritime. Il y a différentes notions à prendre en compte. Il ne faut pas partir du principe que l'aérien c'est cher et que le maritime c'est lent. Il y a moyen de trouver des comparaisons autres. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de vos produits. Ça va dépendre aussi d'où vont vos produits, de quand est-ce que vous en avez besoin. Il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et à côté de ça, vous avez également le côté middle, on va dire, qu'on appelle le CR, donc moitié aérien, moitié maritime, ou moitié maritime, moitié aérien, que l'on trouve principalement à l'import d'Asie. C'est un mode de transport, enfin, c'est une solution de transport qui est moins chère que l'aérien, mais qui est plus rapide que le maritime. Alors, la gestion douanière est aussi une autre dimension de la logistique internationale efficiente. Alors que l'on soit en temps de crise ou pas, la gestion douanière dans l'entreprise est un sujet parfois sous-estimé par les dirigeants, mais qu'il faudra gérer. Pour la gérer de façon efficiente, il faudra évaluer quels sont les risques en matière douanière, c'est-à-dire est-ce que finalement on tend vers une entreprise qui est compliant, c'est-à-dire qui est conforme à la réglementation en vigueur. Je rappelle que la réglementation pour nous, c'est pour nous en Europe, en France et en Europe, c'est le CDU, c'est le Code des douanes de l'Union, mais aussi les réglementations nationales spécifiques pour certains produits et particulièrement en ce moment où il y a des réglementations qui évoluent toutes les heures, toutes les minutes, je ne dirais pas jusqu'à dire toutes les secondes, mais presque. Donc, quelles sont les dimensions qu'il faudra regarder pour tendre vers une entreprise compliante sur les sujets douaniers? Il faudra regarder les piliers de la douane, que sont la valeur en douane,
c'est-à-dire la base taxable, ça c'est pour l'importation, la base taxable des droits et des taxes également. Est-ce qu'elle est correctement calculée dans notre entreprise? Est-ce que le classement tarifaire douanier des marchandises est bien fait? Donc, est-ce que c'est le classement tarifaire douanier des marchandises, c'est-à-dire le classement de nos marchandises dans une référence douanière? Est-ce qu'il est correctement fait? Est-ce que l'origine des produits est optimisée, c'est-à-dire que est-ce qu'on a donné des origines correctes, des origines douanières? Il y a des règles précises à appliquer pour déterminer cette origine douanière. Pourquoi c'est important? Principalement à l'import, mais pour vous, les exportateurs, c'est aussi important pour vos clients parce qu'ils auront les mêmes problématiques de règles, de détermination de règles à faire lorsqu'ils importeront vos produits chez eux. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'on va appliquer les droits de douane sur ces 3 piliers de la douane. Donc, une autre dimension qu'il faudra regarder, est-ce que mes preuves à l'export sont-elles bien gérées chez moi en interne? Du coup, voilà, il y a aussi d'autres dimensions comme les biens à double usage, mais là, ça ne concerne pas tout le monde. Ceci dit, si une entreprise est concernée, elle devra se pencher sur le sujet de façon très précise, puisqu'elle aura besoin de licences pour exporter, pour importer. Et donc, c'est un sujet, la gestion douanière, important pour tous les exportateurs et importateurs. Donc, toutes ces questions, et ce n'est pas exhaustif pour l'instant, peuvent entraîner des non-respects et donc une zone de risque, des non-respects de la réglementation en vigueur et donc une zone de risque pour les dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise. Alors bon, je vais pas faire peur ici, c'est pas l'objet de mon propos, mais le non-respect de la réglementation en vigueur peut entraîner des condamnations. Et ça peut aller jusqu'au pénal. Alors, je vous rassure, aucune d'entre nous n'a jamais été confrontée à cette situation, mais ça veut dire qu'il faut prendre le sujet au sérieux, il faut gérer ses risques et donc être conforme dans l'entreprise. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même, je vous rassure, on pourra sans doute optimiser les flux de l'entreprise en saisissant l'opportunité de régimes douaniers, c'est-à-dire c'est des outils douaniers, de facilités douanières, comme par exemple le stockage sous douane. Ça veut dire quoi? On peut stocker des marchandises en suspension de droits et taxes. Ça veut dire qu'on n'aura pas à débourser ces droits et taxes pendant le temps du stockage. On a un autre régime douanier, la transformation, qui est également le même principe, mais là, on va transformer ces composants qu'on va importer sous douane en suspension de droits et taxes. On peut aussi importer en suspension des droits et taxes pour un salon, etc., etc. Il y a d'autres régimes douaniers applicables. Donc ça, c'est des outils qui sont à disposition des entreprises et qu'il est pertinent de se saisir à un moment donné ou à un autre en fonction des flux et en fonction de l'objet de l'entreprise. Alors, il y a d'autres points qui sont intéressants pour l'optimisation. C'est par exemple l'application des accords de libre-échange. Alors, ça, évidemment, il faut se tenir au courant parce qu'ils évoluent tout le temps. Il y en a qui sont en œuvre, mais il y en a qui sont en cours de discussion. Donc, ces points-là sont importants pour l'optimisation. Dernier point dans cette optimisation que je vous listerai, ce sera le fait d'être certifié opérateur économique agréé, qui est une certification de la douane. Ça, je dirais que c'est un objectif vers lequel tendre quand on a jugulé les risques et quand on a mis en œuvre les optimisations. En tout état de cause, il faut se pencher sur cette question pour que votre logistique internationale soit efficiente et le faire vous-même ou être accompagné par des prestataires logistiques, des conseils spécialisés en la matière, car la douane a comme mission d'aider les entreprises à aller à l'international, mais il ne faut pas sous-estimer sa mission régalienne première, qui est celle de vous contrôler, c'est-à-dire contrôler les opérateurs, les importateurs, les exportateurs,
pour récupérer les droits éludés ou non perçus si vous ne respectez pas la réglementation douanière. Donc, conseil avisé, soyez en conformité avec la réglementation douanière. Et la dernière partie de ces opérations qui déterminent le mouvement des produits, c'est la gestion administrative. La gestion administrative, c'est comment vous émettez, par exemple, vos factures. Il est très important que vos factures soient correctement émises et surtout, et c'est encore là que je vais dire un gros mot, que votre incoterm soit correctement identifié sur la facture et que vous compreniez vraiment les points forts de ces trois petites lettres qui parfois peuvent faire peur, mais qui a une part importante dans l'optimisation de votre logistique internationale et surtout parfois pour une question de responsabilité, une question de coût également. Donc, il est important d'émettre des factures correctes afin de pouvoir avoir une gestion agile de ces opérations. C'est à toi, Bérangère. Alors, avec ces bonnes pratiques énoncées, il y a aussi, avec ces bonnes pratiques, donc on a essayé de lister des opérations efficientes pour une logistique, enfin, des opérations pour une logistique internationale efficiente. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une double préoccupation qui s'impose. C'est d'intégrer l'ensemble des techniques de commerce international dans une réflexion générale construite autour de cette double préoccupation. Réaliser les opérations en moindre coût, c'est-à-dire maîtriser ses coûts logistiques, et 2, en assurant la meilleure qualité de service possible. Pour mettre en œuvre cette double préoccupation, la meilleure recommandation à ce stade, issue de l'expérience et du bon sens, nous pousse à vous dire qu'en tant que chargeur, c'est-à-dire exportateur-importateur, il faut jouer la carte du partenariat entre les parties prenantes. C'est-à-dire avec vos prestataires, avec vos fournisseurs, avec vos clients, le pari de la confiance sur le long terme, le pari de l'éthique, tout en prenant garde à préserver la notion de gagnant-gagnant, c'est-à-dire dans ces relations, il faut garder à l'esprit de veiller à ce que tout le monde y trouve son compte. Ça nous semble être l'option la plus pérenne en la matière et qui a fait ses preuves jusqu'alors. Alors, j'ai une illustration opérationnelle pour vous montrer qu'assurer la meilleure qualité de service possible pourrait être, par exemple, la possibilité de mettre en place un SOP. Alors, qu'est-ce que c'est un SOP? C'est un Standard Operating Procedure. Entre le chargeur, c'est-à-dire celui qui remet les marchandises, et son prestataire logistique, qui lui donc va effectuer à la fois du transport, des opérations de dédouanement et l'ensemble des prestations autour, comme le stockage, par exemple. Alors, c'est une illustration, c'est un exemple que j'ai mis en œuvre dans une entreprise. Donc, pour expliquer rapidement, ce document, ce SOP, il peut contenir quatre sections. Et dans ces 4 sections, il y aura les contacts. Donc, les contacts, on va lister par ordre de priorité les contacts qui vont être impactés dans les flux, avec leurs coordonnées, bien sûr, nom, prénom, poste, téléphone, direct et portable, plus email ou fax. Ceci dans chaque lieu de transbordement de la marchandise et pour chaque entité impliquée dans le flux, aussi bien chez le chargeur que chez le prestataire logistique. Ça veut dire effectivement qu'auparavant, on a cartographié ces flux, que c'est des flux réguliers et récurrents, et du coup, qui nous permettent de mettre en place ce processus. Dans le deuxième point de ce SOP, de ce Standard Operating Procedure, on va parler de la procédure opérationnelle. Donc, on va décrire de façon précise et succincte la portée du contrat, le routing, c'est-à-dire les routes que vont emprunter ces marchandises, les processus qui vont être mis en œuvre, les différentes compagnies de transport qui vont être utilisées pour transporter ces marchandises, les documents, les instructions de chargement, les instructions pour le dédouanement à l'export comme à l'import, l'établissement des documents de transport, le contenu des informations requises à minima, le routing, les compagnies de transport référencées, vous savez, j'ai déjà dit, pardon. Donc, tout ça va être listé dans cette section 2 qui sont les procédures opérationnelles.
et ceci jusqu'à livraison, chez le client final. On avait même inclus finalement les documents à communiquer avec la présentation de la facture pour être payés dans les termes du contrat, c'est-à-dire en temps et en heure. Dans la troisième section, on avait mis les tarifs précis et exhaustifs, y compris les dates de validité. Et dans la quatrième section, on avait parlé des réclamations du service après-vente. Donc, l'avantage d'un tel document, qu'est-ce qu'il relève d'un intérêt de réactivité logistique, car les opérations logistiques sont décrites de façon précise et chacune des parties sait ce qu'elle doit faire à quel moment. Il a par exemple permis aux parties de réagir très rapidement en cas de problème. D'une livraison avec des colis ouverts, donc c'était des produits sensibles, les parties se sont immédiatement consultées et ont changé le routing emprunté par les camions pour éviter de constater un vol d'un camion en complet ou de marchandises à l'intérieur du prochain flux. Ça nous a permis de sécuriser, la rotation, donc la rotation suivante. Mais également, en même temps, en parallèle, on a aussi sécurisé l'emballage du fret avec un film opaque et des filets de sécurité pour éviter aux curieux de lire les marquages sur les colis. Ces expéditions ainsi sécurisées ont évité et limité les vols de marchandises. Le SOP a alors été amendé en conséquence. Alors, ce SOP, ce Standard Operating Procedure, a été initié par les services logistiques, mais a été validé et signé en accord avec la direction générale, qui a pu, par exemple, rajouter dans la négociation un paiement des factures en dollars US, parce que cette entreprise avait des réserves de dollars et que l'US dollar, c'est la devise dans laquelle les transports sont facturés à l'international. Alors, on a allié à la fois des intérêts finalement logistiques, de rendre cette logistique efficiente, mais aussi des intérêts de gestion de trésorerie de l'entreprise. Donc, on peut constater que la dimension stratégique a été respectée dans cet exemple. Pour ce qui est les notions de service, de qualité de service, on va parfois loin dans notre société, avec des notions par exemple de RSE ou de pollueur-payeur, qui mettent en œuvre à travers des réglementations applicables, par exemple la notion de reverse logistique pour des produits qu'il faut savoir récupérer et recycler dans les meilleures conditions possibles. On a l'exemple de la directive européenne 2002/96, qui a été transposée en droit national et qui impose aux fabricants de produits électriques et électroniques d'assurer la collecte et le traitement de leurs produits en fin de vie. Ceci depuis le 13 août 2004. Depuis, elle a été abrogée par d'autres directives, mais allant dans un sens encore plus contraignant pour le recyclage des produits électriques et électroniques. Donc, dès lors, les entreprises et leurs logisticiens doivent organiser cette reverse logistique. Là encore, on a besoin de maîtriser ses coûts, d'assurer la meilleure qualité de service possible tout en respectant la réglementation. Donc, pardon. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, en conclusion, une logistique internationale efficiente par rapport à tout ce qu'on a dit, il faut que ce soit il faut vraiment que ce soit une stratégie qui soit pleinement intégrée à la stratégie globale de l'entreprise. Il est vraiment très important d'intégrer la logistique internationale ou la logistique en général dans la stratégie de l'entreprise et surtout avec une coordination des compétences logistiques connues et maîtrisées dans l'organisation. C'est-à-dire que, par exemple, il faut communiquer avec ses acheteurs, il faut que les personnes qui s'occupent de la logistique communiquent avec les acheteurs, il faut communiquer avec les commerciaux export également, afin de pouvoir créer une stratégie de logistique et qu'elle soit efficiente et surtout gagner au moindre coût. Alors, on vous a fait un petit peu du secteur, de ce qui se passe en ce moment. Depuis 15 jours, depuis je ne sais plus où j'en suis, 4 semaines, depuis le début, quoi. Au niveau du transport routier, donc que ce soit routier national ou routier international, il y a moins de camions sur les routes, simplement parce que vous avez des chauffeurs qui ont fait leur droit de retrait, mais l'activité en général est assez stable, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'augmentation tarifaire
malgré le fait que, alors, ça balance entre les deux. Vous avez une baisse du coût du gasoil, mais vous avez une augmentation en fait des frais fixes des transporteurs routiers. Néanmoins, par rapport à ça, ils n'ont pas en général, sauf exception, par exemple, si jamais vous avez besoin de ramener des marchandises d'Italie, si vous avez des fournisseurs qui travaillent, qui ont la chance de pouvoir encore travailler en Italie, vous allez avoir des coûts de transport routier qui vont être élevés parce que les camions reviennent à vide. Donc, obligatoirement, ça va coûter beaucoup plus cher puisque le transporteur routier va devoir rentabiliser son camion. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour le groupage parce que, bien évidemment, comme il y a moins d'offres, moins de camions sur les routes, alors je vous rappelle que le groupage, en fait, c'est quand vous mettez qu'une petite partie dans le camion. Vous ne prenez pas un camion complet. Donc, c'est toujours un petit peu plus cher pour le groupage et plus compliqué parce que, justement, toutes les liaisons ne sont pas effectives actuellement. Donc, ça, c'est sur la partie routière qui est assez correcte et assez stable. Le maritime, on a une baisse de l'offre de maritime de 30% à ce jour. Les compagnies maritimes ont mis en place des solutions logistiques, par exemple comme MSC, la compagnie maritime MSC, qui a mis en place le fait de stocker vos containers sur des hubs dans le monde entier avant de pouvoir les ramener pour éviter justement des blocages de port, comme on peut voir par exemple aux États-Unis. Les tarifications sont stables pour le moment. Il y a même eu une petite baisse en avril. Néanmoins, je dirais que le pire est à venir. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a commencé, enfin quand la situation est devenue dramatique, on va dire ça comme ça, les bateaux partaient. Et donc, comme ils mettent à peu près, je parle surtout sur l'import d'Asie, parce que c'est le principal flux que l'on a, quand les bateaux sont partis, ils mettent à peu près 3 semaines pour arriver. Donc, on arrive à ces 3 semaines. Entre-temps, les compagnies maritimes ont commencé à retirer ce qu'on appelle des blancs vaisselles. C'est-à-dire qu'ils ont retiré des lignes. D'ailleurs, on va avoir moins de bateaux en rotation. Donc, obligatoirement, comme la Chine est en train de se réveiller, entre guillemets, la production va augmenter. Donc, la demande va augmenter et l'offre va s'affaiblir. Donc, c'est là où on va rentrer en position compliquée d'augmentation de tarifs et de limitation d'offres. L'aérien, je ne sais pas si certains d'entre vous ont la chance et la joie et le bonheur de faire de l'aérien actuellement, mais c'est juste n'importe quoi. J'ai la chance, je fais ce métier depuis 28 ans, je n'ai jamais vu ça. On a 50% de capacité cargo, donc 50% d'espace pour mettre les marchandises dans les avions qui ont été supprimés. 90% des vols passagers ont été supprimés sur Roissy. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de vols passagers alors qu'on parle de marchandises. Parce que principalement, vos marchandises sont chargées dans des avions passagers. Donc, s'il n'y a plus d'avions passagers, on ne peut plus charger bêtement les marchandises dans ces avions. Donc, on a des hausses de tarifs qui peuvent aller qui sont multipliées par 5. D'une semaine à l'autre, vous avez les prix qui sont instables. J'ai l'exemple sur l'import de Shenzhen en aérien pour vous donner des tarifaires. Au mois de janvier, on était à peu près sur une moyenne de 2,50 $ du kilo à peu près. On arrive aujourd'hui à des coûts de plus de 10 $ du kilo. Donc, c'est juste la folie furieuse. Donc, les compagnies aériennes se rabattent sur leurs avions tout cargo, c'est-à-dire des avions qui n'ont qu'une capacité de fret uniquement, et obligatoirement, les augmentations se suivent derrière. C'est assez impressionnant. La petite chose rigolote, entre guillemets, parce qu'il faut bien rire de quelque chose, c'est que les compagnies aériennes qui n'ont pas d'avion tout cargo en leur possession et qui essayent malgré tout de survivre, chargent des avions passagers en fret. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est assez improbable. Dans les cabines, là normalement où il y a les passagers, ils chargent des colis. C'est-à-dire que les fauteuils, et vous avez des colis partout sur les fauteuils, dans les soutes à bagages, enfin pas dans les… Voilà, au-dessus des fauteuils, je ne sais plus le nom. Et donc, en fait, voilà, ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir essayer, elles aussi, de rester en vie. Mais c'est actuellement l'aérien, c'est juste une folie furieuse. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et la douane, Bérangère, je te laisse finir sur la douane. Oui.
en ce qui concerne la douane, il faut dire qu'en ce moment, il y a une information colossale quotidienne en cette période de Covid-19 qui tombe partout. La fermeture des frontières, mise en place de barrières à l'export, à l'import, mesures gouvernementales internes à notre pays, toutes les nouvelles réglementations qui sont applicables pour les produits d'équipement individuel, mais pas que. Donc les produits d'équipement individuel, je rappelle que c'est les masques, les lunettes. Donc, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il est désormais, par exemple, je vous donne qu'un exemple, que quelques exemples, il est désormais possible d'importer des masques sans marquage CE. Il faut savoir que le marquage CE, normalement, c'est un critère qui valide que ce produit est conforme à la réglementation de protection du consommateur final européen. Et normalement, c'est une condition sine qua non pour importer ces EPI, c'est-à-dire équipements de protection individuelle. Mais en ce moment, il est désormais possible d'importer ces masques sans marquage CE, à condition que ces masques, bien sûr, respectent des normes étrangères considérées comme équivalentes. Donc tout ça, ça fait partie de ce flux d'informations colossales quotidiennes à gérer. Par exemple, je peux vous donner à titre d'exemple, je vous incite à aller sur le site de la douane.gouv.fr sur le dossier coronavirus, coronavirus Covid-19, la douane vous informe les entreprises. Donc ça, c'est sur leur site, ils mettent de l'actualité. Ce ne sont que des informations concernant l'actualité des flux entrants et sortants sur les territoires français, sachant que vous allez également à l'international. Donc, de votre côté, il faudra également connaître celles applicables à l'export chez vos clients ou à l'import de chez vos fournisseurs. Pour ce point-là, je ne saurais que vous recommander de faire appel à des experts de la douane, des consultants, des avocats, des associations professionnelles, par le biais duquel vous aurez accès à leur veille réglementaire ou à leur hotline, enfin leur service d'accès pour poser vos questions, qui vous aideront à faire le tri sur ce qui est applicable à vos flux. Donc, ça, c'est le premier point de la douane sur l'information colossale quotidienne à gérer, qui est d'une manière générale importante, mais en ce moment, voilà, elle est encore plus avec le Covid-19. Mais je noterai quand même une bienveillance de la part des douaniers. En effet, il y a des mesures également exceptionnelles de soutien et de facilité de paiement pour les entreprises. Donc, si vous êtes dans ce cas, je vous inviterai à vous rapprocher de vos contacts à la douane, à qui ils accordent, mais évidemment, chaque demande sera analysée au cas par cas, qui vous pouvez bénéficier auprès de votre recette interrégionale en remplissant un formulaire et surtout en justifiant la nécessité économique de ce report de paiement de ces droits et de taxes ou prélevés par l'administration douanière. Donc ça, on peut féliciter la Direction générale des douanes et les services régionaux pour leur réactivité et leur capacité d'adaptation. Merci à Hélène Guillumet et à Emmanuel Judouin qui ont œuvré pour cette mise en œuvre et tous les agents qui œuvrent au quotidien pendant cette crise pour aider les entreprises. Dernier point pour la douane, je vous inciterai vivement à profiter de cette crise pour revoir vos processus, pour revoir les piliers de la douane, sont bien maîtrisés chez vous en interne, c'est-à-dire la valeur en douane, le classement douanier, l'origine douanière dont je vous ai parlé précédemment, et prendre du recul sur votre activité pour en évaluer les processus douaniers. En conclusion… Excuse-moi. Vas-y, non, tu peux changer de slide. Non, je voulais répondre en fait, parce que j'ai vu quelques questions. Je voulais répondre à Olivier qui demandait si jamais par rapport si les bateaux partent de Chine et que ce n'est pas déchargé, les ports continuent à travailler. Tous les ports mondiaux continuent à travailler, contrairement à certains aéroports qui ont fermé. Mais je dirais les principaux aéroports internationaux sont toujours ouverts et les ports continuent à travailler. C'est difficile, c'est compliqué, c'est parfois un petit peu ralenti, mais ils continuent à travailler. Donc, on n'aura pas ce problème de bateaux qui partent et qui ne peuvent pas décharger. De toute façon, au pire, au niveau de l'Europe, si jamais on a l'habitude avec les grèves sur Le Havre ou sur Marseille, les containers sont déchargés de toute façon sur d'autres ports européens. Donc, on n'aura pas cette problématique.
Pour répondre également par rapport au train, en effet, sur ce qu'on appelle la route de la soie, c'est-à-dire le train qui part de Chine et qui revient jusqu'en Europe, ça peut être une alternative, sauf que c'est très très lent, puisque en fait, ils sont bloqués, les trains sont bloqués à chaque frontière, puisque les frontières sont fermées. Donc, c'est aussi un petit peu la problématique. Par rapport à Corinne qui demandait dans ce contexte quel incoterm utiliser à l'export, je vous dirais que le mieux, enfin c'est facile aussi pour moi de dire ça parce que je suis très à l'aise avec ça, mais très honnêtement, il faut maîtriser son transport. Pour pouvoir avoir un visuel et pour pouvoir avoir la main sur ce qui peut se passer tout au long du trajet, il faut que ce soit à l'import ou à l'export de toute façon. Il faut avoir un incoterm où vous maîtrisez votre transport, mais attention, surtout à l'import, de garder en fait la responsabilité de pas. Un exemple que j'ai actuellement, enfin, sur un projet qu'un de mes clients est en train de travailler, sur de l'import d'Inde, son fournisseur lui a dit je te livre CFR Le Havre. Sauf que c'est du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, il est dangereux. Il est considéré comme dangereux. Donc, du coup, le risque qu'il a, c'est qu'il ne va pas payer le transport. Enfin, du moins, le transport sera inclus dans son coût de produit, mais par contre, il va prendre le risque alors qu'il ne va pas maîtriser au départ par rapport à ce côté dangereux. Donc, je l'ai fortement déconseillé d'acheter en CFR, mais de basculer sur un DPU. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail des incoterms. Je voulais juste répondre aux quelques petites questions que j'ai vues passer vite fait. Et donc, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus avancer mon ordinateur. Voilà. En conclusion, à l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la mesure de vos possibilités avec vos clients, d'essayer de mettre des stocks tampons en place chez vos distributeurs à l'exportation, si jamais il y a possibilité pour eux de stocker. Il faut, si possible, s'approvisionner ou livrer en maritime maintenant. C'est-à-dire que je sais bien que j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le maritime va basculer dans le côté obscur, en fait. Donc, il faut dès maintenant anticiper et prévoir du maritime, tant à l'approvisionnement qu'en livraison. Il faut vérifier, ça c'est important aussi, que quand vous livrez vos clients, les entrepôts à destination, enfin votre client à destination, ces entrepôts sont disponibles à la livraison parce que c'est des choses qui se sont vues où ça bloquait. Vous devez avoir aussi un contrôle tarifaire. Ce n'est pas parce qu'on est en période de crise que tous les prix sont admissibles. Il ne faut pas non plus partir dans des excès, puisque je vous rappelle que tant au niveau de votre coût de revient qu'au niveau de votre marge commerciale, ça va impacter. Donc, il faut faire aussi attention à ne pas tomber dans l'excès de la tarification. Et ce qui est important, c'est de se tenir informé avec des newsletters, voir un petit peu comment le secteur évolue. Bon micro, Bérangère. C'est mieux. Non. Je pense que c'est parce que je m'excuse, mais j'ai des problèmes de connexion. C'est ma connexion qui n'est pas stable et donc qui fait des interférences. Alors, je continue pour demain, en espérant que vous m'entendez. On vous engage et on vous invite à faire de la veille. C'est-à-dire qu'il faut engager les ressources nécessaires, aussi bien en temps homme qu'en investissement financier, pour effectuer de la veille tout au long de l'année sur les différents sujets logistiques afférents à votre entreprise, auprès de l'Europe, des organisations internationales, être membre d'organisations professionnelles de la profession, soit les clubs OEA, par exemple, opérateurs économiques agréés, l'association Audace, Colin de Sucy, les conseillers de commerce extérieur de la France. Cette liste n'est pas exhaustive, mais déjà un bon début. Participer aux colloques, aux conférences, aux salons, SITL, le MOSIC, la Sexport, les CCI, les manifestations des CCI, de la DGDDI, c'est-à-dire la Direction Générale des Douanes, à Bercy ou en région, dans les PAE, c'est les cellules conseil de la douane. Et cette liste n'est pas exhaustive, surtout en temps de crise. Je vous suggère fortement de rester en contact avec votre réseau, avec vos pairs, avec votre pôle d'action économique ou le service de grand compte si des entreprises sont concernées par le service de grand compte de la douane. La deuxième dimension sur laquelle on souhaitait vous interpeller, c'est l'anticipation.
Oui, à moyen terme, mais il faut quand même réfléchir à cette anticipation, c'est-à-dire revoir ces schémas logistiques ou la nouvelle cartographie des flux qui sans doute aura lieu post-Covid-19, c'est-à-dire qu'il faudra réadapter, modifier ces schémas logistiques de vos entreprises, car cette crise favorisera plusieurs dimensions. Premièrement, elle va favoriser soit la digitalisation des documents ou la dématérialisation des documents, des documents et des informations communiquées tout au long de la chaîne logistique, qui est un objectif, soit dit en passant, du CDU, du Code des douanes de l'Union, à long terme, mais qui va commencer à se mettre en œuvre, je suppose, post-Covid-19, quand ce n'est pas déjà fait dans certains secteurs. Cette crise va aussi favoriser l'utilisation des standards, c'est-à-dire des normes, et notamment en matière de modèles de données, comme ceux, par exemple, de l'UNCFACT, c'est une agence des Nations Unies dont l'objectif est de créer des normes et des standards qui facilitent l'interopérabilité des systèmes d'information et par conséquent influent sur la rapidité et la facilitation des échanges d'informations tout au long de la chaîne logistique, que ce soit en B2B, en business to business, ou en B2C, business to client, to customer, ou en B2G, c'est-à-dire business to government, c'est-à-dire toutes les agences des douanes, les services vétérinaires, services phytosanitaires. Donc, je dirais que cette dématérialisation, cette utilisation de standards, de modèles de données, cette digitalisation va sans doute s'accélérer post-Covid-19. Donc, on ne saurait que vous inciter à les intégrer dans vos processus d'entreprise. La troisième dimension dont on voulait vous parler, c'est vous inciter à continuer à vous former, vous informer régulièrement aux techniques de commerce international, mais aussi sur les accords de libre-échange et leur actualité, sur l'utilisation aussi des standards, dont les incoterms sont une forme de standard. La quatrième dimension, c'est les clauses commerciales. Je pense que cette crise va inciter bon nombre d'opérateurs, c'est-à-dire d'importateurs, exportateurs, à revoir leurs contrats. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à le faire. Avec différentes clauses qui seront sans doute impactées. C'est la clause retard de livraison, la clause prix et la clause hardship, c'est-à-dire la notion de force majeure. Peut-être qu'il sera judicieux de prévoir une définition plus claire de cette force majeure. Ça veut dire quoi la force majeure? C'est durée, on peut insérer cette clause de sauvegarde qui est liée à la survenance d'événements rendant inacceptable économiquement la poursuite du contrat dans les conditions prévues. Là, dans notre exemple de crise de Covid-19, c'est le prix du transport qui est fortement impacté par la crise, et donc il serait judicieux d'introduire cette clause de hardship pour dire que dans le cas d'une augmentation importante, les tarifs seraient revus entre les parties au contrat. Donc, c'est vos contrats commerciaux avec vos clients, mais aussi vos contrats commerciaux d'achat avec vos fournisseurs, dans une optique de notion de partenariat. Le dernier point dont on voulait vous parler, c'était la mise en place de procédures et des processus qui permettront de border cette logistique internationale, la rendant efficiente dans votre entreprise par le biais d'une information nécessaire et accessible à tous dans l'entreprise et avec des partenaires externes. Pourquoi pas un ERP ou un data pipeline, c'est-à-dire un réseau de communication d'informations où seraient centralisées ces données, des flux d'informations qui permettront aux flux de marchandises de voyager tout au long de la chaîne en temps et en heure et en respectant la conformité et la qualité. Donc, j'avais un autre exemple de processus à mettre en place, c'est par exemple les KPI, les indicateurs de qualité. Ça, c'est les Key Performance Indicators. Ces indicateurs sont élaborés par les équipes internes de services logistiques et suivis régulièrement. Ils permettent non seulement
de suivre la performance de la chaîne logistique, mais aussi celle des prestataires logistiques. Enfin, pour conclure cette intervention, j'avais à cœur de vous parler pour conclure sur une note positive, j'avais à cœur de vous parler d'une entreprise. J'ai lu dans un article du 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, un article du 1er avril de LSA, que Vincent Michaud, qui est le président de l'entreprise Famille Michaud Apiculteur, qui est le leader du miel, et spécialiste mondial des produits sucrants, liquides, qui exposait sa stratégie actuelle et sa vision post-crise. Donc, je vous ai pris que quelques parties de cet article qui me semblait pertinent et qui me semblait illustrer tous les conseils et les bonnes pratiques et les points de vigilance que l'on vous a énoncés précédemment. Alors, Vincent Michaud disait… Pardon, excusez-moi, je suis revenue. Je suis désolée, pourtant je suis en Seine-et-Marne, hein, mais voilà, ça a coupé court. Donc j'espère que… Attendez, bougez pas, je recommence à partager. C'est bon. C'est pas grave, Adeline. Du coup, Bérangère a repris la main, donc c'est pas grave. Tu vas récupérer après. Donc, ok. Donc, du coup, je continue. Donc, j'expliquais. Donc, Vincent Michaud disait l'effectif administratif et commercial et la supply chain sont en télétravail avec accès à toutes les informations. Nous étions bien préparés grâce à un système d'information centralisé. Tout le monde, y compris notre filiale au Canada, fonctionne sur l'ERP. Cela nous permet d'avoir le contrôle des flux de marchandises, financiers et documentaires via cette information centralisée, gérée depuis Pau. Nous continuons à livrer dans 72 pays avec un taux de service qui est à 98% au lieu de 100%. Sur Pau, nous avons environ 40 jours de stock. Donc, on peut imaginer qu'ils ont augmenté le nombre de jours de stock dans cette crise que nous traversons. Et nous gérons des retards mineurs. Nous avons dû accepter des hausses de tarifs de la part de nos transporteurs, par exemple vers l'Italie, où l'activité est en hausse de 150% pour eux, car les camions rentrent à vide au retour, ce qui n'était pas le cas avant la crise. Au Canada, nous n'avons pas de soucis sur notre filiale canadienne, qui est située au Québec. Seule la ville de Montréal est confinée, mais le contact social est plus distant et les Canadiens qui travaillent sur notre site se sont immédiatement soumis aux mêmes règles que celles que nous appliquons en France. L'activité progresse très fort outre-Atlantique, sans avoir vraiment activé le marché américain. Nous venons par exemple de décrocher un très gros contrat avec le groupe chinois Alibaba. Alors, c'est juste un extrait de son article, mais on constate clairement à travers cette interview, même si peut-être il est un peu idéalisé, que cette entreprise a des partenariats forts avec ses prestataires logistiques et qu'il accepte les règles du jeu, même quand elles changent. C'est certainement qu'il a dû anticiper et intégrer tout ou partie de ses coûts supplémentaires dans sa gestion de stratégie globale. En outre, même si les pourcentages et le taux de service annoncé, comme je disais, sont idéalisés, on constate que sa stratégie de livraison dans 72 pays est faiblement impactée malgré la crise de Covid-19. Ce qui est sûrement une des conséquences de partenariats forts avec les prestataires logistiques, de stratégies d'anticipation, comme on vous le préconisait, et d'une logistique centralisée dans un ERP. Donc, cette illustration me semblait intéressante pour conclure ce webinaire où on a utilisé beaucoup de temps, mais on va peut-être essayer quand même de répondre à vos questions. Il me semblait intéressant puisqu'il illustrait l'ensemble des bonnes pratiques et des recommandations qu'on pouvait vous donner. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustives, mais elles sont basées sur notre expérience et sur notre expertise. Et nous espérons qu'elles vous seront utiles. Juste avant de répondre à vos questions, on voulait remercier, Aline et moi voulions remercier à la fois Stratexio de nous avoir donné l'opportunité de vous parler de ce sujet de logistique internationale en cette période de Covid-19. Nous voulons aussi remercier l'ensemble de notre réseau à qui nous avons fait appel, ils se reconnaîtront, pour valider des informations, corroborer nos conclusions et nos recommandations. Et vous remercier à vous, le public, qui avez été présent depuis 1 heure en ligne. Donc,